Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur French Avenue Mic, le podcast où l'on apprend à parler français avec confiance, sans peur et avec plaisir. Je suis Emily Davis, votre hôte pour aujourd'hui, et je suis absolument ravie de vous retrouver pour notre tout premier épisode. Et moi, je suis John Miller. Bonjour à tous. C'est un vrai plaisir d'être ici avec vous. Nous sommes très heureux de lancer ce podcast ensemble. Notre but est simple. Vous aider à améliorer votre français en écoutant des conversations naturelles, enrichissantes et adaptées à tous les niveaux, du A2 au C2. Exactement. Et pour cela, nous avons conçu chaque épisode comme une vraie immersion dans la langue française. Nous allons vous poser des questions, explorer des réponses détaillées et surtout, vous offrir des modèles de conversation authentiques. Que vous soyez débutant, intermédiaire ou apprenant avancé, il y aura toujours quelque chose à apprendre ici. Vous pouvez nous écouter pendant que vous cuisinez, marchez, ou même pendant que vous prenez le train. L'objectif est de vous exposer à du français vivant, riche et varié. Avant de commencer, un grand merci à vous, chers auditeurs, pour votre soutien. Nous savons que parler une langue étrangère peut faire peur parfois, mais souvenez-vous, chaque mot, chaque phrase est un pas vers la fluidité. Très bien dit. Alors, sans plus attendre, lançons notre première discussion. Émilie va me poser 3 questions importantes, et je vais essayer d'y répondre de la manière la plus complète possible. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles, c'est parti. John, beaucoup d'apprenants de français nous disent qu'ils ont peur de parler en public ou même en privé. À ton avis, pourquoi cette peur est-elle si courante quand on apprend une langue étrangère? C'est une excellente question, Émilie, et je suis sûr que beaucoup de nos auditeurs vont se reconnaître dans ce que je vais dire. La peur de parler une langue étrangère, surtout à l'oral, est un phénomène très répandu. Cette peur, selon moi, a plusieurs origines et elle est tout à fait normale. Tout d'abord, il y a la peur de faire des erreurs. Quand on apprend une nouvelle langue, on n'est pas sûr de soi. On se demande si la grammaire est correcte, si le vocabulaire est approprié, si l'accent est compréhensible. Cette incertitude peut paralyser. On a peur que les autres se moquent, qu'ils ne nous comprennent pas, ou pire, qu'ils nous jugent. Pourtant, il faut se rappeler que les erreurs font partie du processus. C'est en tombant qu'on apprend à marcher, et c'est en parlant avec des erreurs qu'on apprend à parler couramment. Ensuite, il y a la question de la confiance en soi. Beaucoup de personnes associent leur capacité linguistique à leur intelligence ou à leur valeur personnelle. Ils pensent « si je parle mal, cela veut dire que je suis mauvais ». Ce raisonnement est faux et dangereux. Apprendre une langue est une compétence, pas une preuve d'intelligence. On peut être brillant dans son domaine et avoir du mal à parler une autre langue. Cela n'enlève rien à sa valeur. Il y a aussi une barrière culturelle. Parfois, on n'ose pas s'exprimer parce qu'on a peur de ne pas être poli ou de ne pas respecter les codes sociaux de la langue qu'on apprend. En français, par exemple, on utilise beaucoup de formules de politesse et cela peut intimider. Mais il faut se dire que les natifs sont souvent très tolérants et reconnaissants quand un étranger fait l'effort de parler leur langue. Enfin, je pense qu'il y a une forme de perfectionnisme qui freine les apprenants. Ils veulent parler parfaitement avant même d'ouvrir la bouche. Or, la perfection n'existe pas, même chez les natifs. Il vaut mieux parler imparfaitement que ne pas parler du tout. Le silence ne fait pas progresser, la parole, oui. Pour résumer, la peur vient d'un mélange d'insécurité, de perfectionnisme, de pression sociale et de manque de confiance. Mais elle peut être surmontée. Le premier pas, c'est d'accepter l'imperfection. Le deuxième, c'est de pratiquer régulièrement. Et le troisième, c'est de se rappeler qu'on apprend une langue pour communiquer, pas pour impressionner. Si vous arrivez à vous faire comprendre, même avec des fautes, vous avez déjà gagné. John, de nombreux apprenants nous disent qu'ils comprennent bien le français à l'écrit, mais qu'ils ont beaucoup de mal à comprendre quand quelqu'un parle. Pourquoi cette différence existe-t-elle et que peut-on faire pour mieux comprendre le français oral? Ah oui, c'est un problème très fréquent.
Émilie. Comprendre le français écrit est une chose, mais comprendre le français parlé en est une autre, parfois bien plus difficile. Et cette difficulté s'explique par plusieurs facteurs. Premièrement, il faut savoir que le français parlé est souvent très différent du français écrit. Dans les livres ou les articles, les phrases sont complètes, bien structurées, et la grammaire est respectée. Mais dans la vie quotidienne, les gens parlent vite, utilisent des contractions, du vocabulaire familier, et parfois même des expressions régionales. Par exemple, au lieu de dire « je ne sais pas », on entend très souvent « je sais pas » ou même « je sais pas ». Ces formes ne sont pas dans les manuels, donc l'apprenant est surpris. Deuxièmement, la vitesse joue un rôle important. Les Français parlent rapidement, surtout entre eux. Cela ne laisse pas le temps de traduire mentalement ce qu'ils entendent. L'oreille n'a pas encore l'habitude d'identifier les sons, et cela crée un flou. Les mots semblent se fondre les uns dans les autres. Par exemple, dans une phrase comme « Tu vas y aller demain », les sons se lient, et cela devient presque « Tu vas y aller demain ». Pour quelqu'un qui n'a pas l'oreille entraînée, cela peut sembler être un seul mot. Troisièmement, il y a le problème du vocabulaire passif. Un apprenant peut reconnaître un mot à l'écrit, mais ne pas le reconnaître à l'oral parce qu'il ne l'a jamais entendu prononcer. C'est un phénomène très courant. Par exemple, un élève connaît le mot « accueil », mais ne sait pas qu'il se prononce « accueil ». Alors quand il l'entend, il pense que c'est un autre mot. Il faut donc associer les mots à leur son, pas seulement à leur forme écrite. Alors, que peut-on faire pour progresser? Il y a plusieurs stratégies efficaces. La première, c'est l'écoute régulière. Il faut écouter du français tous les jours, même si on ne comprend pas tout. Cela peut être des podcasts, des films, des vidéos YouTube ou même des chansons. L'important, c'est d'habituer l'oreille. Ensuite, je recommande vivement l'écoute répétée. Prenez un petit extrait d'1 minute, écoutez-le plusieurs fois, puis essayez de répéter ce que vous entendez. Ensuite, regardez la transcription si elle existe. Cela vous aidera à faire le lien entre les sons et les mots. C'est un exercice très puissant. Il est aussi utile de pratiquer l'écoute active. Cela veut dire que vous ne faites pas qu'écouter en fond. Vous vous concentrez vraiment sur ce qui est dit, vous essayez d'identifier les mots, de repérer les structures grammaticales. C'est une pratique différente de l'écoute passive, qui est aussi nécessaire, mais qui donne moins de résultats à court terme. Enfin, je conseille d'apprendre les liaisons et les contractions courantes. En français, la liaison entre les mots est fréquente. Par exemple, vous avez devient vous avez, ils ont devient ils ont. Si vous ne connaissez pas ces phénomènes, cela complique la compréhension. Pour conclure, comprendre le français oral demande de la patience, de la régularité et des méthodes adaptées. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est tout à fait possible, et même très motivant, car plus vous comprenez, plus vous avez envie d'écouter encore. C'est un cercle vertueux. John, beaucoup d'étudiants nous disent qu'ils manquent de vocabulaire pour s'exprimer clairement. Ils comprennent les idées, mais ils n'ont pas les mots pour les formuler. Comment peut-on enrichir son vocabulaire en français sans que ce soit trop lourd ou ennuyeux? Oui, Émilie, c'est une autre grande difficulté que beaucoup d'apprenants rencontrent. Ils ont les idées dans leur tête, mais ils ne trouvent pas les mots justes pour les exprimer. Cela peut être frustrant. Mais il existe des solutions simples, efficaces et même agréables pour enrichir son vocabulaire sans s'ennuyer. Tout d'abord, il faut comprendre que le vocabulaire ne s'apprend pas en une seule fois. Ce n'est pas comme une liste qu'on mémorise du jour au lendemain. Il faut rencontrer les mots plusieurs fois, dans différents contextes, pour vraiment les retenir. C'est ce qu'on appelle l'exposition répétée. Plus on voit un mot, plus il devient familier. Une des méthodes les plus naturelles, c'est de lire régulièrement. Et ici, je ne parle pas seulement de romans. Il peut s'agir d'articles, de dialogues, de bandes dessinées, de blogs ou même de recettes de cuisine en français. L'idée, c'est de lire des choses qui vous intéressent. Quand vous aimez ce que vous lisez, vous êtes plus motivé
et donc plus réceptif au vocabulaire. Ensuite, je conseille de garder un petit carnet de vocabulaire ou une application sur votre téléphone. Chaque fois que vous voyez un mot nouveau, notez-le, mais pas seul. Notez-le avec un exemple de phrase. Par exemple, au lieu d'écrire simplement « pourtant », écrivez « il fait froid, pourtant il sort son manteau ». Cela vous aidera à comprendre le sens du mot dans un contexte réel. Il est aussi très utile de regrouper les mots par thème. Par exemple, les mots pour décrire une personne, les verbes pour exprimer des sentiments, le vocabulaire de la maison, etc. Cela permet de mieux organiser les connaissances et de les retrouver plus facilement quand on en a besoin. Une autre méthode très efficace, c'est d'utiliser les mots nouveaux le plus rapidement possible. Si vous apprenez le mot « déçu », essayez de l'utiliser le jour même. « J'étais déçu par le film ». En créant des phrases personnelles, vous donnez du sens au mot et vous le mémorisez mieux. Le jeu peut aussi être un excellent outil. Il existe de nombreuses applications, comme Quizlet ou Anki, qui permettent de réviser le vocabulaire de manière ludique. Et même les jeux de société ou les jeux de rôle en français peuvent être très utiles. Enfin, l'interaction reste la meilleure méthode. Quand vous parlez avec des natifs ou d'autres apprenants, vous êtes obligé d'utiliser les mots que vous connaissez. Cela vous pousse à faire des efforts, à chercher des synonymes, à reformuler. Et surtout, cela rend l'apprentissage vivant. Donc, pour résumer, le vocabulaire s'apprend petit à petit, de manière active et variée. Il faut lire, écouter, écrire, parler, jouer, bref, vivre la langue. Et surtout, il ne faut pas avoir peur de ne pas tout connaître. Même avec un vocabulaire limité, on peut dire beaucoup de choses. L'important, c'est d'être clair, pas parfait. John, beaucoup d'apprenants se demandent combien de temps il faut pour vraiment parler français couramment. Est-ce qu'il y a une durée moyenne? Et surtout, comment peut-on rester motivé quand on a l'impression que les progrès sont lents? C'est une question que tout le monde se pose, Émilie, et elle est parfaitement légitime. Quand on commence à apprendre une langue, on veut savoir combien de temps cela va prendre. On cherche une sorte de garantie, un calendrier clair. Malheureusement, il n'y a pas de réponse unique parce que cela dépend de plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est le niveau de départ. Une personne qui parle déjà une langue latine, comme l'espagnol ou l'italien, aura sans doute plus de facilité à apprendre le français, car il y a beaucoup de similarités lexicales et grammaticales. En revanche, pour un locuteur d'une langue très différente, comme le japonais ou le coréen, le chemin sera un peu plus long. Le deuxième facteur, c'est le temps et l'intensité d'exposition à la langue. Une personne qui vit en France et parle français tous les jours progressera plus vite qu'une personne qui ne pratique que 2 fois par semaine dans un cours du soir. Ce n'est pas une question de talent, mais de fréquence. Le cerveau a besoin de répétition et de contact constant avec la langue. Le troisième facteur, c'est la méthode utilisée. Si on se contente d'apprendre du vocabulaire de manière isolée, sans contexte, ou si on évite l'oral par peur de faire des fautes, on progresse plus lentement. À l'inverse, une personne qui combine écoute, lecture, écriture et surtout pratique orale verra des résultats bien plus rapidement. Alors, pour répondre à ta question, Émilie, on peut dire qu'il faut en moyenne entre 600 et 1000 heures d'études et de pratique active pour atteindre un niveau de fluidité conversationnelle en français. Cela peut sembler beaucoup, mais si vous étudiez 1 heure par jour, cela représente environ 2 à 3 ans. Et ce temps peut être raccourci si vous vivez dans un environnement francophone ou si vous êtes très régulier. Mais le plus important, comme tu l'as mentionné, c'est la motivation. Parce que même si on a une bonne méthode, sans motivation, on finit par abandonner. Pour rester motivé, il faut se fixer des objectifs concrets et réalistes. Par exemple, je veux être capable de commander au restaurant en français ou je veux comprendre une chanson de Stromae sans sous-titres. Ces petits défis donnent du sens à l'apprentissage. Il est aussi essentiel de célébrer chaque progrès, même les plus petits.
Si vous avez compris une phrase dans un film, félicitez-vous. Si vous avez réussi à dire bonjour à un voisin en français, c'est déjà une victoire. L'apprentissage est un chemin, pas une course. Et enfin, il faut varier les activités pour éviter la monotonie. Un jour, regardez une vidéo, le lendemain, lisez un article, puis écrivez un petit texte. En gardant une approche dynamique et vivante, la motivation reste forte et les progrès viennent naturellement. John, quand on parle français, on se retrouve parfois bloqué au milieu d'une phrase parce qu'on ne connaît pas le mot qu'on veut dire. Que peut-on faire dans ces moments-là pour continuer à parler sans perdre le fil? Ah, ça, c'est une situation très fréquente, Émilie, et je dirais même qu'elle arrive à tous les apprenants, et parfois même aux natifs. Ce moment de panique où l'on cherche un mot, qu'on ne le trouve pas, et où on se tait soudainement. Heureusement, il existe plusieurs stratégies simples pour surmonter ce blocage et continuer à parler sans interruption. La première stratégie, c'est la reformulation. Si vous ne trouvez pas un mot, essayez de dire la même chose autrement. Par exemple, si vous ne vous souvenez pas du mot fourchette, vous pouvez dire l'objet pour manger avec ou ce qu'on utilise avec le couteau. Ce n'est pas parfait, mais cela permet à votre interlocuteur de comprendre, et souvent, il ou elle vous donnera le mot que vous cherchez. La deuxième stratégie, c'est d'utiliser un mot plus général. Par exemple, si vous voulez dire cerise, mais vous ne vous souvenez plus du mot, vous pouvez dire un fruit rouge petit. Ou au lieu de ordinateur portable, vous dites machine pour travailler. Cela demande un peu d'imagination, mais c'est très utile. Une autre méthode consiste à faire appel au geste ou à la mimique. La communication ne passe pas seulement par les mots. Le langage corporel peut vous aider à faire passer votre message. Par exemple, si vous faites le geste de manger ou de taper sur un clavier, cela donne des indices très clairs à votre interlocuteur. Il est aussi important d'utiliser des expressions pour gagner du temps. Des phrases comme « Comment on dit ? J'ai oublié le mot, mais c'est comme » permettent de continuer à parler sans se bloquer complètement. Le but, c'est de ne pas s'arrêter brutalement, mais de garder le flux de la conversation. Il ne faut surtout pas avoir peur du silence ou de l'hésitation. Les pauses sont naturelles dans une conversation. Même les natifs cherchent leurs mots parfois. Ce qui est important, c'est de rester détendu et de garder l'envie de s'exprimer. Plus vous parlez, plus ces moments de blocage diminueront avec le temps. Enfin, vous pouvez transformer ces moments de difficulté en opportunités d'apprentissage. Après la conversation, notez le mot que vous avez cherché sans le trouver, cherchez sa traduction, écrivez une phrase avec et relisez-la le lendemain. Ainsi, la prochaine fois, vous serez prêt. En résumé, ne laissez pas un mot manquant vous empêcher de parler. Utilisez des stratégies de contournement, restez souple, et surtout, continuez à communiquer. L'objectif n'est pas de parler parfaitement, mais de parler avec clarté, avec créativité et avec courage. John, il y a un moment dans l'apprentissage où on stagne. On a l'impression de ne plus progresser, malgré les efforts. Ce plateau décourage beaucoup d'apprenants. Peux-tu nous expliquer pourquoi il arrive et comment on peut le dépasser? Oui, Émilie, c'est une réalité que beaucoup d'apprenants vivent, souvent sans comprendre ce qui se passe. On appelle cela le plateau intermédiaire. C'est cette période où, après avoir progressé rapidement au début, on sent que les choses ralentissent. On fait encore des efforts, mais on a l'impression de ne plus avancer. Et cela peut être très frustrant. Il faut d'abord comprendre que ce phénomène est parfaitement normal. Il arrive à presque tous les apprenants, et même dans d'autres domaines d'apprentissage, sport, musique, danse, etc. Le cerveau a besoin de temps pour consolider ce qu'il a appris. C'est un peu comme si, après avoir construit les fondations d'une maison, on devait renforcer les murs avant d'ajouter les étages. Ce temps de stabilisation est essentiel. Une des raisons du plateau, c'est la routine. Quand on atteint un niveau intermédiaire, on comprend déjà pas mal de choses, on se débrouille. On utilise les mêmes mots, les mêmes structures, les mêmes expressions.
on est dans une zone de confort. Et c'est justement cette zone qui bloque les progrès. Pour aller plus loin, il faut sortir de cette routine. Alors comment dépasser ce plateau? D'abord, il faut changer sa méthode. Si vous avez l'habitude de toujours lire le même type de texte, essayez autre chose. Lisez de la poésie, écoutez un podcast spécialisé, regardez un documentaire. Cela stimule de nouvelles parties du cerveau. Ensuite, augmentez légèrement la difficulté. Si vous comprenez 100% de ce que vous écoutez, c'est que vous êtes dans la facilité. Il faut viser des contenus où vous comprenez 80% et travailler les 20% restants. Il est aussi très utile de se fixer des objectifs précis. Par exemple, cette semaine, j'apprends 10 nouvelles expressions idiomatiques, où je veux raconter un souvenir d'enfance en utilisant le passé composé et l'imparfait. Ces petits défis créent de la nouveauté et redonnent de l'élan. Un autre conseil, c'est de demander du feedback. Parlez avec des natifs, faites corriger vos textes, enregistrez-vous et réécoutez. Souvent, on n'avance pas parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut améliorer. Un regard extérieur peut vous aider à identifier des points faibles à travailler. Enfin, il faut accepter le plateau comme une étape normale. Ce n'est pas un échec, mais une phase de maturation. Soyez patient, continuez à pratiquer, variez vos activités, et un jour, sans même vous en rendre compte, vous sentirez que vous avez franchi un nouveau palier. John, parlons un peu de la prononciation. Beaucoup d'apprenants se plaignent de leur accent ou ont peur de mal prononcer. Quels conseils pratiques peux-tu donner pour améliorer sa prononciation en français? C'est une question très importante, Émilie, et je suis content qu'on en parle. La prononciation est souvent source d'angoisse pour les apprenants. Ils ont peur d'être incompris, de paraître ridicule ou pas naturel. Pourtant, la prononciation, ce n'est pas une question de perfection, mais de clarté. Première chose à dire, avoir un accent étranger, ce n'est pas un défaut. C'est une richesse, c'est une trace de votre parcours linguistique. Ce qu'il faut viser, ce n'est pas d'effacer complètement son accent, mais de prononcer suffisamment bien pour être compris facilement. Et ça, c'est accessible à tous. Alors, comment faire? Le premier conseil, c'est d'écouter beaucoup. La prononciation, c'est une question d'oreille avant tout. Plus vous entendez du bon français, plus vous habituez votre oreille au son, au rythme, à la musique de la langue. Choisissez des voix claires, bien articulées, et écoutez-les régulièrement. Le deuxième conseil, c'est d'imiter. L'imitation est une méthode très puissante. Prenez une phrase que vous aimez, écoutez-la plusieurs fois, puis répétez-la exactement comme vous l'entendez, intonation, rythme, accentuation. C'est ce qu'on appelle le shadowing ou imitation en simultané. C'est un exercice difficile au début, mais extrêmement efficace. Troisièmement, travaillez les sons spécifiques du français. Par exemple, le son U, comme dans l'une, qui n'existe pas dans beaucoup de langues. Ou encore les nasales on, en, in. Il est utile de les répéter en regardant des vidéos explicatives ou même devant un miroir pour bien positionner la bouche. Il ne faut pas non plus négliger l'intonation. Le français a une musicalité particulière. Les phrases montent souvent à la fin, surtout quand on pose une question. Travailler l'intonation donne tout de suite plus de naturel à votre français. Enregistrer votre voix peut vous aider à vous rendre compte de votre rythme et de votre mélodie. Autre astuce, chantez en français. Les chansons aident énormément à améliorer la prononciation, surtout parce qu'elles associent le son au rythme. Vous pouvez choisir une chanson simple, lire les paroles, chanter doucement avec l'artiste, puis sans lui. C'est une activité agréable et très utile. Enfin, soyez indulgent avec vous-même. La prononciation s'améliore avec le temps et la répétition. Même si vous avez un accent, l'essentiel est de vous faire comprendre et de parler avec confiance. Et souvenez-vous, les francophones apprécient toujours les étrangers qui font l'effort de parler leur langue. Un accent, ce n'est pas une barrière. C'est une passerelle.
Vous avez aimé ce podcast? Aidez-nous à faire grandir cette communauté d'apprenants motivés. Cliquez sur j'aime pour soutenir notre travail. Abonnez-vous à French Avenue Mic pour ne jamais manquer les prochains épisodes. Partagez votre avis en commentaire. Quelle question vous a le plus aidé? Quelle a été votre plus grande difficulté en français? Et surtout, posez vos questions pour qu'on puisse en parler dans les futurs épisodes. Plus vous interagissez, plus notre contenu devient visible et plus nous pourrons vous aider à parler français avec assurance.